Hello à tous et bienvenue dans ce 3e épisode d'Instinct Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène en Andalousie et plus précisément à Grenade, ville de l'Alhambra. Et dans cet épisode, nous allons parler insécurité et voyage. C'est un sujet qui revient très souvent, donc j'avais envie de consacrer un épisode à ça. Et pourquoi Grenade ? Grenade a été le lieu, la ville où j'ai vécu ma plus grande frayeur en tant que voyageuse solo. Donc je vous parle de tout ça juste après. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va pour vous aujourd'hui ? De mon côté, tout va bien. Il fait toujours aussi beau à la montagne, donc c'est chouette. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu en intro, je vous emmène à Grenade pour parler insécurité en voyage. L'insécurité, c'est un grand sujet, on s'entend. C'est un grand sujet, notamment quand on voyage seul en étant une femme. L'insécurité est l'une des premières objections que j'ai eues quand j'ai annoncé que je voyageais en solitaire, et encore quand je parle aux personnes et que je leur dis que je voyage seule, souvent la notion de danger rentre en compte en fait. C'est un sujet que j'aborde souvent, qui est l'un des principaux... Ouais, c'est ça, qui est l'un des principaux freins au fait d'oser voyager seul. C'est vrai que dans les coachés, dans les élèves que j'accompagne lors de mon accompagnement en coaching Tour du Monde, c'est souvent ce problème-là qui revient, c'est souvent cette croyance limitante que je suis une femme, donc c'est dangereux de voyager seul, et même en étant un homme, ça reste dangereux parce que on est tout seul, on est livré à nous-mêmes, on est tout seul. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous donner mon avis sur cette question. J'ai envie de vous dire, moi, ce que je pense de l'insécurité en voyage, de vous raconter comment ça se passe en général dans mes voyages, de vous donner quelques conseils pour vous réconcilier avec cette notion-là et vous dire qu'en fait, faut pas voir le danger partout. Et j'ai envie... Après, parce que je vous ai dit quand même que j'ai une grande frayeur en voyage, j'ai envie de vous raconter cette histoire qui m'est arrivée à Grenade, qui m'a fait extrêmement peur. Un moment, le seul moment dans tous les voyages que j'ai fait où je me suis ressentie en insécurité. J'ai envie de vous raconter ce moment-là. Attention, je mets des warnings, non pas pour dire que c'est quelque chose qui arrive tout le temps et qu'il faut faire attention et que tout ça, mais plus pour vous dire que, voilà, pour vous montrer que dans cet exemple-là, j'ai vraiment été extrêmement stupide. Pour parler de tout ce qui fait que j'ai été stupide à ce moment-là, et pour vous dire que normalement, voilà, il n'y a pas forcément d'insécurité en voyage, c'est juste qu'il ne faut pas vous mettre dans certaines situations. Et là, clairement, à Grenade, je me suis mise dans une situation... Enfin bref, je vais vous raconter ça juste après. Sur ce, c'est parti. Donc concernant mon avis par rapport à l'insécurité en voyage, la première question que je pose généralement aux personnes qui me disent qu'elles ont envie de voyager seules, mais qu'elles n'osent pas parce qu'elles ont peur d'être en danger, je sais pas, de rencontrer quelqu'un de mal intentionné ou quoi que ce soit. Des fois, la première question que je leur dis, c'est « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez plus en danger là-bas que chez vous ? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez être plus en danger quand vous serez en voyage seul dans une ville en Europe plutôt que dans la ville où vous vivez en France ?» Parce que honnêtement, pour avoir vécu à Lyon pendant 3 ans et aller régulièrement à Paris pour le côté événementiel de mon activité, de tous les voyages que j'ai faits, donc on s'entend, de Budapest, Munich, Prague, Lisbonne, Porto, toute l'Andalousie, à part Grenade, juste la petite parenthèse qui a duré 10 minutes, mais ouais, toute l'Andalousie, l'Algarve, le Japon, la Martinique, etc., je ne me suis jamais sentie autant en insécurité dans une ville française plutôt que dans n'importe quel autre pays.
Donc ça, c'est ma vision. Moi, quand je suis à Paris, à Lyon, j'ai peur, je me sens en insécurité, je n'aime pas prendre le métro toute seule. Je n'aime pas, c'est pas que je ne le fais pas, c'est que je n'aime pas parce que je me sens en insécurité, je me sens regardée. Dans la rue, je ne me sens pas bien. Le nombre de fois où à Lyon, en rentrant le soir, j'ai dû simuler d'être au téléphone pour être sûre de ne pas être embêtée. Et encore, même si je faisais semblant d'être au téléphone, on venait quand même des fois m'embêter. Selon moi, la France est un pays tellement plus insécuritaire que n'importe lequel autre. Enfin, vraiment, là. Donc, voilà, ça déjà, c'est la première question que je vous pose. Donc, c'est qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez plus en danger dans le pays que vous allez explorer plutôt que chez vous? Ensuite, je pense que la peur, en fait, qui est liée... Enfin, voilà, cette notion d'insécurité par rapport au voyage en solo, c'est aussi extrêmement dû au fait que c'est un plongeon dans l'inconnu. Littéralement, c'est un plongeon dans l'inconnu parce qu'on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et comme je l'ai dit dans le premier épisode, selon moi, l'inconnu, il faut décomplexer ce sujet-là. L'inconnu, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, inconnu égale non-jugement. Inconnu n'est pas égal à l'éducation qu'on a eue depuis toujours, où ça nous dit que l'inconnu est un danger potentiel, l'inconnu est source de stress, l'inconnu est dangereux, l'inconnu provoque la peur. En fait, forcément, quand vous allez être seul peut-être dans une ville que vous ne connaissez pas à l'étranger, eh bien, c'est possible que vous vous sentiez peut-être mal, etc. Et c'est possible que vous ayez peur, ou que dès qu'un inconnu dans un pays étranger va venir vous parler, c'est possible que vous soyez méfiant, douteux, en stress, etc. Parce qu'on a été élevé comme ça. Mais je vous assure que pour avoir voyagé au Japon, ils n'ont pas du tout cet état d'esprit. C'est juste quelque chose de très français que de nous apprendre à nous méfier des inconnus parce que on se dit qu'il y a des fous partout, que tout le monde est mal attentionné et que si quelqu'un t'aborde dans la rue, c'est que forcément il attend quelque chose de pas très net. C'est sûr qu'en ayant cette vision-là de l'inconnu, on ne peut que avoir peur de ça. Sauf que au final, quand on a cette vision-là, il faut juste prendre conscience que cette pensée, cette notification, on va dire, de notre cerveau, cette notification de peur, de danger, de stress, d'angoisse, c'est une notification automatique de notre cerveau. C'est quelque chose qui a été acquis avec les années et qu'aujourd'hui, notre cerveau a automatisé. Sauf que nous sommes responsables de nos pensées, c'est-à-dire que nous sommes responsables. On n'est pas responsable des pensées automatiques qui vont arriver, mais par contre, on est responsable d'en prendre conscience, et on est responsable aussi de se dire « je choisis de ne pas penser ça et de penser autrement ». Et ça, c'est notre responsabilité. Du coup, face à l'inconnu, aujourd'hui, moi, je choisis de penser que l'inconnu est quelque chose que je ne connais pas et que, tant que je ne me suis pas fait mon avis sur la question, je n'émets pas de jugement. Tant que mon corps ne m'a pas envoyé littéralement de message d'alerte, parce que quand votre corps vous envoie un message d'alerte, genre que ça vous retourne le ventre, que ça vous fait un nœud dans la gorge, mais de manière instantanée, ou que votre cœur il commence à palpiter de manière instantanée, là, oui, en effet, ça veut dire que l'intuition est en train de ressurgir et que là, peut-être, il y a méfiance à avoir. Mais en réalité, ces situations-là, ça n'arrive que presque rarement. Donc forcément, au niveau de mon avis sur la question d'insécurité en voyage, je dirais que c'est lié au fait de notre vision de l'inconnu. Et quand on aborde notre inconnu comme juste quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'émet pas de jugement là-dessus, eh bien, il n'y a pas d'insécurité. Ensuite, si je peux vous donner un conseil concernant l'insécurité en voyage en tant que femme, c'est surtout de quand même ne pas être inconsciente. Enfin, je veux dire, on est quand même adulte, on est grand, et c'est à nous de prendre la responsabilité aussi de ne pas nous mettre en danger. Dans le sens où écouter son instinct et ne pas se mettre dans des situations à rentrer à 4h du matin toute seule le soir. Enfin, c'est-à-dire juste ne pas se mettre dans des situations dans lesquelles on ne se mettrait pas non plus en étant dans une ville en France, en fait. Enfin, forcément, j'imagine que si vous devez sortir tôt le matin ou très tard le soir et rentrer chez vous et marcher, vous allez éviter de le faire. Voilà, en voyage, c'est pareil. C'est comme par exemple le fait de sortir en voyage, c'est important de savoir se contrôler. Se contrôler, par exemple, au début, à Lagos, j'ai pu parler la semaine dernière du fait que voilà, j'étais beaucoup sortie, je m'étais beaucoup amusée sur Lagos, dans les bars, etc. Et
Et dans ces situations-là, ce n'est pas parce que je suis une femme, que je suis jeune, que patati, que patata, que je dois m'interdire pendant mes voyages solo de sortir et de faire la fête. Mais par contre, quand je sors et que je vais faire la fête, je suis grande, adulte, majeure, vaccinée, donc je fais attention à mon verre, je sais mes limites en termes d'alcool, donc je sais jusqu'où... je sais mes limites, je les connais, et je sais que je vais jamais me mettre dans des états où je ne vais pas être maître de moi. Donc forcément, à partir de ce moment-là, quand je me fais confiance, et le voyage solo, on apprend à se faire confiance, hein. Je sais que je me fais confiance et que je me mettrai jamais dans des situations qui me mettraient en insécurité. Donc à partir du moment où on ne provoque pas ces situations, il n'y a pas d'insécurité. Parce que, autre point très important, il faut pas voir le mal partout. C'est encore cette histoire d'inconnu, hein, mais il faut pas voir le mal partout et il faut penser que la grande majorité de la population, quand même, la très grande majorité de la population sont des personnes bien intentionnées. Là, c'est des sujets qui peuvent faire débat, évidemment, et d'ailleurs, je serais très heureuse de débattre de ce sujet avec vous, mais la majorité des personnes dans ce monde ne sont pas des gens mal intentionnés. Et il faut se sortir ça de la tête. Il faut se sortir de l'idée qu'on va croiser un tueur en série, que chaque personne qui va venir nous parler en voyage solo va être un tueur en série, un futur stalker ou qui va se passer quelque chose d'absolument terrifiant dans notre voyage. Non, c'est pas ça. La vie n'est pas un film d'action, n'est pas dans Taken. La grande majorité des personnes sont quand même des gens bien sur cette terre et j'en suis convaincue. Et croyez-moi, quand vous rencontrez une personne que vous ne sentez pas, tout est dans le verbe, hein. Quelqu'un que vous ne ressentez pas, que vous ne sentez pas, juste forcez pas, n'allez pas la voir et ne cherchez pas plus loin. Si votre instinct vous dit de ne pas aller plus loin, n'allez pas plus loin. Et maintenant, pour enchaîner, il est temps que je vous parle de cette histoire folle qui s'est passée dans les ruelles sombres de Grenade, un soir on était en octobre, c'est un soir d'octobre. Je vais vous raconter cette histoire. C'est une histoire où j'ai pas envie, vraiment, hein, pour vous dire, j'ai pas envie de vous faire peur parce que vous l'aurez compris, moi les voyages solo, j'ai aucune notion d'insécurité qui vient derrière et de peur en tant que femme de voyager seule et tout. Là, c'est juste l'exemple qui vient infirmer la règle, mais c'est vraiment je sais pas comment dire, mais c'est... Voilà, ne prenez pas cet exemple comme une vérité générale car ça n'arrive jamais, mais c'est juste un exemple de ce qui peut se passer si vraiment vous enchaînez, comme j'ai fait là, les mauvaises décisions. Et croyez-moi que, oh là là, mais aujourd'hui j'y pense, mais j'ai envie de me taper, hein. Vraiment, je me dis, mais à quel moment j'ai pu être aussi bête pour enchaîner les mauvaises décisions et me retrouver dans cette situation. Et au final, cette situation, elle m'a quand même servi de leçon. Et je sais aujourd'hui, quand je vais aller seule, je sais quand même ne pas me mettre en insécurité. Donc, bon, c'est parti. Assez tourné autour du pot. Donc, nous voici à Grenade. Donc, Grenade, ville de l'Andalousie, incroyable. Et je ne sais pas si vous savez, mais à Grenade, il y a une chose à absolument visiter, c'est l'Alhambra. L'Alhambra, ce n'est pas une des 7 merveilles du monde, mais il me semble qu'elle était en lice, en tout cas pour être élue dans les 7 nouvelles merveilles du monde, mais pas sûr, je crois pas qu'elle ait été retenue, mais bref, c'est quand même un lieu incroyable, je vous conseille fortement. Et pour la petite histoire, donc je faisais le tour de l'Andalousie, donc j'étais pendant ma vie saisonnière, je voyageais en intersaison, puis là c'était l'intersaison où j'avais décidé de faire tout le tour de l'Andalousie. Et du coup j'arrive à Grenade. Comme d'habitude, je ne prévois pas trop les choses que je compte faire dans chaque ville. On me dit juste que c'est intéressant de faire l'Alhambra, sauf que évidemment, vu que je m'y prends littéralement à la dernière minute, l'Alhambra, il faut un ticket pour entrer. Du moins, il y a une partie gratuite et sinon, il y a une partie payante, notamment pour visiter le Generalif, le Garden Generalif, et aussi pour visiter le palais de Nazaris, où il y a la cour des lions, donc il y a quand même la fameuse photo là avec le sol en marbre, les statues de lions et tout ce monument incroyable. Enfin bref, je vous laisserai aller voir tout ça sur internet qui décrira beaucoup mieux que moi et en images.
Mais en tout cas, sachez que pour visiter ce lieu, du coup, quand je suis arrivée à Grenade, je me suis renseignée sur les choses à faire. J'ai vu qu'il y avait ça à faire, donc je me suis dit, let's go, c'est parti. Et ce que je me suis dit, c'est que vas-y, je vais réserver mon billet. Là, évidemment, c'est complet, et j'apprends en fait que pour visiter l'Alhambra, la majorité des personnes réservent leur billet 4 mois à l'avance, parce qu'il n'y a jamais de place. Parce que tous les billets sont bookés plus de 4 mois à l'avance. Donc là, je me dis, bon, c'est mort. Mais, vous me connaissez, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, j'arrive toujours à mes fins. Donc, je cherche des solutions. Et là, on me dit, oui, alors il faut rafraîchir tout le temps tel site internet pour acheter ses billets, etc. Bon, je fais ça ne marche pas. Après, j'ai la chance, en fait, de rester à Grenade 3 nuits. Donc je me dis peut-être que il y aura une annulation de billets à un certain moment et que je pourrai y aller. Et on me dit également, si vous voulez, si vous allez attendre, il y a apparemment une légende qui dirait que, vous voyez, c'est les réceptionnistes des auberges qui vous diront ça. Et apparemment c'est vrai, mais bon, moi j'en ai pas vu la couleur, mais il aurait cette légende urbaine qui dit que si tu arrives dans les premiers à la file de l'Alhambra en début de journée, il y a une certaine quantité de billets qui sont gardés à la vente pour le jour même. Donc du coup, qu'il faut être dans les premiers de la file. Donc là, moi, on me dit ça, je me dis, ok, pas de problème, demain matin, 5h, je suis devant les grilles. Mais vraiment, tu vois, je me motive et tout, machin. Et bref, donc j'apprends ça. Pendant la journée, il fait pas très beau. Enfin, je me dis, j'essaye pas aujourd'hui parce que je viens d'arriver et tout, j'essaierai demain. Pendant la journée, il fait pas très beau. Et je prends le petit déjeuner avec des personnes. Et là, je rencontre un écrivain de San Francisco, profil ultra intéressant d'ailleurs. Donc, un écrivain de San Francisco et une Danoise. Et on décide vu qu'il fait pas beau, il y a les spas à la Andalous, là-bas, c'est des spas trop beau là, enfin vraiment, il y a des spas, donc on décide de se faire une journée au spa. Après on va manger bebidas et tapas et tout, c'est vraiment génial d'ailleurs. Et du coup on passe la journée soirée tous les trois. Et en rentrant, donc moi je parle de cette fameuse, donc la Danoise devait rentrer, elle repartait le lendemain matin, donc elle pouvait pas visiter l'Alhambra, mais avec le gars de San Francisco, lui il repartait quelques jours après, donc on se dit vas-y, demain on essaye d'aller voir aux grilles, de se lever tôt le matin, d'aller voir aux grilles pour essayer de prendre un billet. Et on était dans la même auberge de jeunesse, et c'est à partir de là que s'est enchaînée une suite de mauvaises décisions. Je vais vous dire pourquoi. Donc, nous voici là, prêts à aller se coucher. Donc du coup, on se dit bonne nuit. Et là, on règle juste avec le gars de San Francisco. On se dit, du coup, demain, à quelle heure faut qu'on soit devant la grille et tout. Puis, en fait, l'Alhambra était à 30 minutes de marche. Donc c'est quand même une petite marche. C'était à 30 minutes de marche de l'auberge de jeunesse où j'étais. Et là, du coup, en plus, on logeait dans la même auberge avec le gars de San Francisco. Donc, au lieu de se dire de manière tout à fait logique et cohérente, on loge au même endroit, on va au même endroit le lendemain matin, du coup, on se retrouve dans le hall de l'auberge à telle heure et puis on marche ensemble. Au lieu de se dire ça, lui me dit qu'il va être sur place à 4h30. Enfin, son but, en fait, c'est d'être devant les grilles à 4h30, donc il doit partir à 4h de l'auberge. Et moi, je me dis que j'ai envie de dormir une demi-heure de plus. Du coup, je lui dis, ok. Donc, moi, du coup, je veux y être à 5h devant les grilles. Puis, je sais, il me dit, ok, t'inquiète, je te garde une place et tout. Donc, je sais que quand j'arriverai devant les grilles, je me mettrai à côté de lui comme si parce qu'on se connaîtra. Donc, voilà. Et donc, j'irai le retrouver. Donc, je me dis, je perds pas de place dans la file, etc., machin. Donc, je me dis, lui, il sera à 4h30. Moi, je pars de l'auberge à 4h30 pour y aller. Donc, sous-entendu, on fait pas le chemin ensemble. Donc, déjà, première décision vraiment pourrie. Non, mais on peut se le dire parce que à 4h30, forcément, il fait nuit. Il y a 30 minutes de marche. On passe en plein cœur de Grenade dans des petites ruelles, etc. Le chemin n'est pas forcément bien indiqué et pas forcément facile pour se rendre de nuit à cet endroit. Mais on décide de ne pas partir à la même heure. Voilà, décision très nulle. Donc là, déjà, je me mets en insécurité, mais sur le coup, ça me choque même pas. Et c'est ça que je m'en veux, parce que c'était débile, là, de faire ça. Et
Et ensuite, donc, on continue l'histoire. Donc, le lendemain matin, donc, on s'échange nos numéros pour pouvoir se retrouver, etc. Et le lendemain, donc, je me lève. Comme prévu, au moment où je pars de l'auberge, lui, il m'envoie qu'il est arrivé, qu'il n'y a que 2 personnes devant la file, etc. Et donc moi, je lui envoie un petit message en partant de l'auberge. Je lui dis, bah ok, je pars de l'auberge, je te retrouve dans une demi-heure. Donc me voilà en train de commencer à marcher. Je mets le GPS au début, mais après, je suis pas du genre à suivre les indications sur Google Maps. Je vois vers quelle direction il faut aller, donc je me dirige un peu comme ça. Et je vous fais un peu l'image. Donc là, il fait nuit. Le ciel commence à peine à devenir un peu moins sombre que la nuit vraiment noire. Et en fait, si vous voulez, dans le centre de Grenade, les ruelles, ce sont un enchevêtrement de petites ruelles pavées, assez étroites, où il n'y a même pas la place pour passer une voiture. C'est vraiment étroit. Et il y a des... Oui, il y a des cul-de-sac un peu partout, ça tourne, des fois il y a des marches, et voilà, c'est vraiment enchevêtré, enfin, ça fait un petit dédale vraiment de ruelles, et à tous les coups on se retrouve dans un cul-de-sac, etc., un peu comme dans les films, quoi. Donc là je marche, et là je suis dans une petite ruelle sombre, non mais vraiment le cliché, quoi. Je suis dans une petite ruelle sombre, et je vois au loin un homme avancer devant moi, le cliché du mec chelou, genre c'est-à-dire un mec... très grand, fin, tout habillé en noir avec la capuche sur sa tête. Puis qui avance un peu de manière nonchalante et tout. Donc là, je me dis, mon Dieu, Enfin, là, pour le coup, j'écoute mon instinct. Et mon instinct me dit qu'il y a un truc qui cloche. Et là, bah, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, il avance en face de moi. Moi, je vais passer à côté de lui. Et genre, surtout, je ne cherche pas le eye contact. Je ne cherche pas à créer de la discussion. Enfin, voilà, je trace ma route. Donc, le mec avance. J'avance en face de lui, machin. On se croise, rien ne se passe. Donc moi, je me dis très bien. Surtout, je ne me retourne pas. Enfin, voilà, je continue à avancer. Et là, 30 secondes après, je sens une présence derrière moi. Et à début du cauchemar, je me retourne et je le vois, qui a fait demi-tour et qui est en fait sur mes talons, littéralement. Et qui commence à me proposer, voilà, il commence à me dire des trucs et tout. Je comprends pas ce qu'il dit. Je comprends juste le mot drogue. Et là, bon, moi, j'ai assez peur, donc je dis non, enfin voilà, je dis juste no. Voilà, je dis juste no, c'est tout ce que je dis. Et j'avance, donc j'accélère le pas. Lui, au moment où je dis non, il continue d'avancer, donc là, je lui dis encore non. Et après, je vois qu'il ralentit, mais qu'il continue à me suivre. Et comme je vous l'ai dit, c'est un dédale de petites ruelles, donc en fait, à un moment, je tourne, mais sans raison, c'est-à-dire que j'étais un peu sur la ruelle principale, puis à un moment je tourne dans une autre ruelle pour plus être dans sa ruelle. Sauf que je me retourne et 10 secondes après, enfin voilà, je remarque qu'il tourne également et qu'il clairement me suit. J'accélère le pas et je regarde qu'il accélère également le pas. Enfin, je vois qu'il accélère aussi le pas. Donc là, je commence à paniquer de fou parce qu'en fait, je me dis que... il n'y a que ce mec de San Francisco qui est au courant que je suis censée le rejoindre, mais il n'a aucune indication sur où je suis ou quoi. Donc il sait juste que je suis en train de marcher. Et donc là, je fais un autre test, je tourne dans une autre ruelle et je me rends compte qu'il me suit aussi. Et là, en fait, la ruelle où j'ai décidé de tourner, vous voyez, mauvaise décision, la ruelle où j'ai décidé de tourner était quasiment un cul-de-sac. En fait, il fallait monter des escaliers pour redescendre de l'autre côté d'un mur, mais c'était un mur aménagé pour quand même pouvoir passer de l'autre côté. Enfin, c'est très bizarre. Du coup, je prends ces escaliers, je passe par-dessus le mur, mais c'était légal parce que c'était un escalier qui passe au-dessus. Enfin voilà. Donc je passe au-dessus de ce mur, machin. Lui me suit aussi. Donc là, j'accélère vraiment le pas et je commence presque à courir. Et là, je me dis... à la prochaine intersection, je tourne dans l'un des deux côtés et je cours. Genre, je ne m'arrête pas. Et donc, je marche vite, je prends un peu d'avance sur lui, je tourne et là, je commence à courir. Et là, je me suis pas retournée, j'ai pas vu s'il m'a suivi et tout. Et là, je cours. En courant, je perds mes moyens, etc. J'ai quand même la lucidité de sortir mon téléphone et de partager ma localisation sur WhatsApp avec cet homme, enfin avec l'homme de San Francisco qui m'attendait à l'Alhambra.
Je partage ça et je lui envoie un message vocal quand je suis en train de courir où j'essaie de lui faire comprendre comme je peux, moi qui suis toujours autant perdue en anglais, j'essaie de lui faire comprendre comme je peux qu'il y a un gars qui me suit, que je suis en insécurité, qu'il faut qu'il me rejoigne et que voilà ma localisation et voilà. Voilà, je n'arrive pas à en dire plus. Au final, j'arrive dans un endroit où on devait traverser un pont pour rejoindre l'Alhambra. Je me retourne, je n'ai plus vu cet homme, je ne l'ai plus jamais revu. Mais ça m'a apporté la plus grande frayeur que j'ai jamais eue. Au final, j'ai retrouvé le gars de San Francisco. On a fait un débrief en attendant l'ouverture de la billetterie de l'Alhambra. On s'est dit qu'en effet, on a vraiment été bêtes parce qu'on partait du même endroit, on allait sur le même lieu, donc on aurait pu marcher tous les deux en étant complètement en sécurité parce qu'on était deux et que, mine de rien, lui, c'est un homme, donc c'est quand même toujours, à notre époque, c'est triste de dire ça, mais c'est quand même toujours plus sécuritaire de marcher à côté d'un homme. Donc voilà, on s'est fait la réflexion, c'était une belle frayeur, je suis arrivée, je me souviens lui avoir sauté dans les bras et avoir pleuré parce que j'avais vraiment eu beaucoup de pression. Ce qu'il a tout à fait compris aussi. Et cette situation m'a servi de leçon. Et je me suis promis que plus jamais je me mettrais dans cette situation-là, parce que c'est trop insécuritaire. Mais vous voyez, c'est une suite de décisions où je l'ai cherché. Enfin, au bout d'un moment, selon moi, le voyage seul, il n'y a aucune insécurité, il y a aucune peur à avoir. Il faut juste suivre son instinct, suivre son intuition et ne pas créer des situations exactement comme je l'ai fait à Grenade. Et croyez-moi, ça ne m'est plus jamais arrivé après. Mais c'est vrai qu'il faut, selon moi, il faut vraiment dédramatiser cette notion d'insécurité et de voyage en solitaire. Et pour le petit fun fact, pour conclure cette vidéo, sachez que je pense que c'est une légende urbaine pour l'achat des places, parce qu'en fait on a fait la queue pendant 2 heures à cet endroit-là et il n'y a eu aucune place de vendue, donc on a fait la queue pour rien. On a fait la queue pour qu'ils nous disent en fait non, aujourd'hui c'est complet, c'est écrit sur le site, donc voilà. Donc voilà, on n'a pas eu les billets pour visiter l'Alhambra. Lui il repartait le lendemain, donc au final il n'a pas pu y aller et moi par chance j'ai réussi à trouver des places en rafraîchissant la page du site internet. Voilà. Tout ça pour ça en plus, mais je pense que tout est juste dans l'univers et que si j'ai fait cette expérience, c'est parce que justement je devais peut-être la vivre pour me rendre compte aussi que c'est possible de se retrouver dans des situations comme ça, mais qu'il faut quand même vraiment le chercher. Et pour se rendre compte qu'on n'est pas forcément tout puissant, mais que au final, il ne faut pas non plus avoir peur de tout et voir le mal partout et trop se méfier de l'inconnu. Encore une fois, je ne dirai jamais assez, je pense que l'inconnu, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on doit voir avec une vision de non-jugement et non quelque chose qui nous fait peur. Et ça, c'est une croyance limitante qu'on va sûrement être trop amené à voir encore et encore, et je veux vraiment la démystifier. Donc j'espère que je vous aurai apporté au moins un petit peu ça dans ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et j'ai hâte de vous embarquer encore ailleurs la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à très vite.